Octobre 1987, il est environ 16 heures à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Dans les locaux du Conseil de l'Entente, une réunion est en cours autour de la table des hommes concentrés. Au centre, un leader. Le capitaine Thomas Sankara. Président depuis 4 ans, âgé de seulement 37 ans. À l'intérieur, tout semble normal, mais dehors, quelque chose se prépare. Des pick-up militaires surgissent. Des hommes armés descendent. Les gardes sont abattus immédiatement. Puis, les tirs éclatent. Sankara comprend. Il se lève, regarde ses compagnons et prononce ces mots. « Restez. C'est moi qu'ils veulent. » Il sort les mains levées sans résistance. Quelques secondes plus tard, les balles fusent. Le président s'effondre. Il est mort. Si sa sortie de la salle avait pour but de sauver ses camarades à l'intérieur, elle échoua. Puisque peu de temps après, tous les ministres présents, sauf un, furent tués sur le coup. Mais ce jour-là, ce n'est pas seulement un homme qu'on assassine. C'est une idée, une vision et un rêve africain. Dans cette vidéo, nous allons retracer ensemble le parcours exceptionnel de Thomas Sankara, de son ascension au pouvoir jusqu'à son assassinat. Préparez-vous à découvrir l'histoire d'un homme qui n'a jamais cédé, et qui est resté fidèle à ses principes jusqu'à son dernier souffle. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir au début de son histoire. C'est parti! Thomas Isidore Noël Sankara naît le 21 décembre 1949 à Yako, dans ce qu'on appelait encore la Haute-Volta. À l'époque, le pays est sous influence coloniale française. Son père est un ancien combattant de l'armée coloniale. Sa mère, issue du peuple Mossi. Il grandit dans un environnement discipliné mais profondément marqué par les inégalités. Très jeune, il observe et surtout il comprend. À l'école, Sankara est brillant mais il est aussi révolté. Révolté par les injustices, révolté par le système colonial, révolté par la domination étrangère. Le 3 janvier 1966. Les travailleurs de toute la Haute-Volta, lassés de la corruption du président, déclenchèrent une grève générale. Les rues de Ouagadougou, la capitale de la Haute-Volta, sont devenues l'épicentre d'un soulèvement populaire alors que de grandes foules d'étudiants, de jeunes sans emploi, d'ouvriers et de petits commerçants affluaient en signe de protestation. Le président Yaméogo Maurice, sentant l'agitation grandissante, ordonna à l'armée de réprimer les manifestations par la force. Mais les officiers de l'armée ont refusé d'exécuter ces ordres. Leur défi était une indication claire que l'emprise de Yaméogo sur le pouvoir s'était affaiblie de manière irréparable. Conscient que son temps était écoulé, Yaméogo a accepté de démissionner de la présidence, cédant le pouvoir au commandant de l'armée, le lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana. La nouvelle de ces événements parvint rapidement à Bobo-Dioulasso, où Thomas Sankara était concentré sur ses examens de fin d'études secondaires. Mais sa vie était sur le point de prendre un tournant important. Il a appris à la radio que le lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana avait créé à Ouagadougou la première académie militaire du pays. Cette nouvelle institution a été conçue pour façonner la prochaine génération de chefs militaires et offrait une opportunité unique. 3 étudiants du groupe de diplômés du secondaire le plus récent seraient sélectionnés pour rejoindre l'académie avec des bourses complètes. Pour Sankara, la bourse était cruciale. Sans cela, la poursuite des études aurait été financièrement hors de portée. Déterminé à saisir cette opportunité, il passe l'examen d'entrée et le réussit. À 17 ans, il fait partie de la classe inaugurale de l'académie, marquant le début de son parcours de soldat, finalement, de révolutionnaire. Dès le début, Sankara a abordé l'académie avec le même sérieux qui avait caractérisé ses premières études. Plus important encore, il commença à prendre conscience de son aptitude naturelle au leadership, une qualité que l'académie était désireuse de cultiver chez ses futurs officiers. L'académie militaire n'était pas seulement un lieu d'entraînement physique, il dispense également un enseignement complet dans diverses matières académiques, notamment les sciences sociales. Des professeurs civils ont été amenés à enseigner ces matières, parmi lesquels Adama Touré, le directeur académique de l'académie. Touré, professeur d'histoire et de géographie, était connu pour ses idées progressistes, bien qu'il ait caché ses opinions les plus radicales. Ce n'est que des années plus tard que son appartenance clandestine au Parti de l'indépendance africaine, PAI, une organisation marxiste régionale, a été révélée. Reconnaissant la curiosité intellectuelle et l'inclination politique de Sankara, Touré l'a invité, ainsi que quelques autres étudiants prometteurs, à participer à des discussions informelles en dehors de la salle de classe. Lors de ces réunions secrètes,
Touré a présenté à Sankara des idées révolutionnaires qui allaient profondément influencer sa vision du monde. Ils ont discuté de la lutte mondiale contre l'impérialisme et le néocolonialisme, ont examiné les révolutions soviétiques et chinoises et ont exploré les mouvements de libération en cours à travers l'Afrique. Pour la première fois, Sankara a été exposé à une critique systématique et révolutionnaire de la Haute-Volta et du monde en général, qui a profondément résonné avec sa conscience politique croissante. Pourtant, le temps passé par Sankara à l'Académie n'était pas uniquement consacré à la formation militaire et à l'éducation politique. Il en profite également pour explorer Ouagadougou, élargissant son cercle social et s'imprégnant de la vie culturelle vibrante de la capitale. Musicien passionné, il jouait fréquemment de la guitare, trouvant dans la musique à la fois un exutoire créatif et un moyen de se connecter avec les autres. En 1969, après avoir terminé ses premières études à l'Académie militaire de Haute-Volta, Sankara entame le prochain chapitre de sa vie en se rendant à Madagascar pour suivre une formation avancée d'officier. Madagascar, avec ses paysages luxuriants, ses villes historiques et ses niveaux de développement économique plus élevés, était un monde à part de la Haute-Volta aride et pauvre qu'il avait connu. À l'Académie d'Antsirabe, Sankara a été exposé à un programme qui allait au-delà de la formation militaire traditionnelle. Il était particulièrement captivé par les cours sur l'agriculture et le développement rural, des sujets qui reflétaient sa profonde préoccupation pour le bien-être de son peuple dans son pays. La structure militaire de Madagascar l'intriguait également, notamment les bérets verts, qui n'étaient pas seulement des soldats mais des agents du service public, axés sur les activités de développement. Cette approche innovante du rôle des militaires dans la société a durablement marqué Sankara, le poussant à demander une année supplémentaire à Madagascar pour travailler directement avec ses unités. Durant cette année supplémentaire, Madagascar était en proie à des bouleversements politiques. Des révoltes paysannes, des grèves générales et des manifestations publiques massives ont ébranlé le régime conservateur pro-français, aboutissant à un coup d'État militaire qui a amené de plus en plus d'officiers radicaux au pouvoir. Désireux d'apprendre de ces événements, Sankara et un ami malien se sont rendus dans la capitale dans l'espoir de rencontrer le capitaine Didier Ratsiraka, un éminent officier radical qui deviendra plus tard président de Madagascar. Lorsque Sankara revient en Haute-Volta en octobre 1973, il n'est plus seulement un soldat, c'était un homme débordant d'idées sur la façon dont l'armée pouvait être une force de développement national. Désormais sous-lieutenant à 24 ans, Sankara reçoit son premier commandement, former des recrues à Bobo-Dioulasso. Insatisfait des méthodes de formation archaïques de l'époque napoléonienne héritées de l'armée française, il entreprend de réformer le programme. Il a combiné des exercices militaires traditionnels avec une éducation civique. Enseignant à ses recrues non seulement comment se battre, mais aussi leurs droits et responsabilités en tant que citoyens, ainsi que l'importance du devoir civique. Ces innovations ne sont pas passées inaperçues. L'approche progressiste de Sankara a commencé à attirer l'attention au sein de l'armée, faisant de lui une étoile montante aux idées non conventionnelles. Mais son séjour à Bobo-Dioulasso est écourté lorsqu'il est transféré à Ouagadougou en mars 1974, où il est affecté au corps du génie de l'armée. Ici, Sankara a appliqué les compétences techniques qu'il avait acquises à Madagascar, supervisant la construction de routes, de maisons et d'autres infrastructures à travers le pays. Alors que Sankara continuait d'observer et de réfléchir aux conditions politiques et sociales qui l'entouraient, sa conscience politique s'est approfondie. Il a commencé à considérer l'armée non seulement comme un instrument de force, mais aussi comme un véhicule potentiel de profonds changements sociaux. Dans son carnet, il a écrit « Un soldat sans éducation politique n'est qu'un criminel au pouvoir ». En décembre 1974, un conflit bref mais intense éclata entre la Haute-Volta et le Mali. Alimenté par un différend frontalier sur la bande d'Agaché, une région s'étendant sur près de 100 000. Parmi ceux envoyés sur les lignes de front se trouvait Thomas Sankara, qui commandait une petite unité qui a réussi à tendre une embuscade et à capturer plusieurs soldats maliens. Cet acte de bravoure lui vaut une reconnaissance dans la presse, le qualifiant de héros de guerre. Pourtant, Sankara nourrissait de profondes réserves à l'égard de la guerre, qu'il considérait comme un conflit insensé enraciné dans des frontières coloniales arbitraires qui opposaient deux nations africaines pauvres l'une contre l'autre malgré leurs liens culturels et ethniques communs. La situation n'a été sauvée que grâce à l'intervention de médiateurs régionaux qui ont négocié une trêve au début de 1975. En 1976, le président Lamizana a nommé Sankara, aujourd'hui lieutenant à part entière, pour diriger un centre national d'entraînement de commando nouvellement créé à Pau, une petite ville proche de la frontière ghanéenne.
Frontières. Ce poste a donné à Sankara une autonomie sans précédent, lui permettant de développer les programmes de formation innovants qu'il avait commencé à Bobo-Dioulasso. Pendant plus de 4 ans, il a utilisé cette liberté pour former non seulement des soldats d'élite, mais aussi des citoyens soldats, des hommes aussi engagés dans le développement de leur nation que dans sa défense. La proximité de Pau avec Ouagadougou permet à Sankara d'entretenir des liens étroits tant avec ses supérieurs qu'avec son cercle d'amis grandissant. Durant cette période, il rencontre et tombe amoureux de Mariam Serme, une jeune femme de la capitale. Leur relation s'épanouit et ils se marient lors d'une simple cérémonie en 1979. 2 ans plus tard, ils accueillent leur premier enfant, Philippe. Le séjour de Sankara à Pau a renforcé sa conviction que la Haute-Volta avait désespérément besoin d'un changement fondamental. Les défis du pays étaient considérables. Moins d'une personne sur 10 vivait en ville, le taux d'alphabétisation des adultes était de 11% et seulement 18% des enfants fréquentaient l'école primaire et seulement 3% poursuivaient leurs études dans le secondaire. Sécheresse récurrente, érosion des sols et la stagnation de la productivité agricole signifiaient que la faim était généralisée. La mauvaise alimentation et la maladie ont eu de lourdes conséquences, l'espérance de vie moyenne oscillant autour de 44 ans. En conséquence, Sankara a recherché des personnes partageant les mêmes idées, tant au sein de l'armée que parmi les civils. Parmi ses contacts les plus marquants figure Blaise Compaoré, qu'il a rencontré pour la première fois pendant la guerre contre le Mali, puis lors d'un stage au Maroc. Ils sont rapidement devenus les meilleurs amis du monde. En 1978, reconnaissant leurs idéaux communs, Sankara nomme Compaoré son adjoint au centre de formation du Pau. À l'aube des années 80, le règne du colonel Lamizana, qui a duré près de 15 ans, est désormais soumis à un examen minutieux. Son gouvernement était connu pour sa relative stabilité et sa clémence, mais cela avait un prix. Peu d'efforts ont été déployés pour résoudre les graves problèmes sociaux et économiques du pays. Les initiatives de développement étaient rares et ceux qui occupaient de hautes fonctions étaient davantage axés sur le gain personnel que sur le service public. En conséquence, le 25 novembre 1980, un coup d'État militaire dirigé par le colonel Zerbo renversa le gouvernement de Lamizana, créant le Comité militaire pour l'amélioration du progrès national, CMRPN. Zerbo, un vétéran chevronné des campagnes militaires françaises, a justifié le coup d'État en citant l'érosion de l'autorité de l'État sous Lamizana. Il a promis de lutter contre la corruption et d'instaurer la discipline au sein de l'État. Bien qu'il soit favorable à la rhétorique anticorruption du nouveau régime, Sankara n'a pas participé à ce coup d'État. Lui et ses camarades jeunes officiers se méfiaient des colonels conservateurs désormais au pouvoir. Bien qu'ils soient obligés de suivre les ordres en tant que membres de la hiérarchie militaire, ils hésitaient à accepter des postes publics dans le nouveau gouvernement, craignant que cela ne compromette leur vision d'un changement politique fondamental. Cependant, les capacités militaires et l'influence politique de Sankara ne sont pas passées inaperçues. En janvier 1981, il est promu capitaine et nommé chef de la division opérationnelle de l'armée. Bien qu'ayant initialement refusé un poste ministériel, Sankara a finalement accepté de devenir ministre de l'Information, mais seulement après avoir obtenu la condition que son adjoint de confiance, Blaise Compaoré, prenne la relève à la tête du centre de formation du Pau. En prenant ses fonctions le 13 septembre 1981, Sankara se distingue immédiatement des autres ministres du gouvernement. Il s'est abstenu des privilèges de ses fonctions, se rendant au travail à vélo plutôt que d'utiliser une voiture délivrée par l'État. Les tensions vaines. Au lieu de cela, le régime a adopté des mesures de plus en plus répressives contre la dissidence, en arrêtant des étudiants militants qui s'exprimaient ouvertement, en suspendant le droit de grève et en arrêtant des dirigeants syndicaux. Face au tournant répressif du CMRPN, Sankara et d'autres officiers subalternes radicaux ont intensifié leurs activités politiques, formant des cercles de réflexion au sein de l'armée et élaborant des stratégies avec les dirigeants étudiants et syndicaux. Conscient que le moment était venu de rompre les liens avec le gouvernement, Sankara a décidé de démissionner. Après que le CMRPN ait ignoré ses demandes de démis de ses fonctions, il a choisi de faire son départ de manière dramatique et politiquement chargée. Le 12 avril 1982, quelques jours seulement avant la première grande révision du CMRPN, Sankara démissionne publiquement. Lors d'un discours prononcé lors d'une conférence des ministres africains. En présence du président Zerbo et de l'événement retransmis en direct à la radio,
Sankara a critiqué le CMRPN pour servir les intérêts d'une minorité et a lancé un puissant plaidoyer en faveur de la liberté d'expression, se terminant par ces mots désormais emblématiques, « Malheur à ceux qui font taire leur peuple ». Sa démission a entraîné des représailles immédiates, il a été arrêté, rétrogradé et exilé dans un camp militaire à Dédougou. Suite à cela, Blaise Compaoré démissionnera également et s'exilera. Alors que l'isolement politique du CMRPN grandissait, certains des rivaux de Zerbo au sein de l'armée ont commencé à envisager un autre coup d'État. Ils ont discrètement approché Sankara et ses partisans, mais Sankara a rejeté l'idée d'une prise de pouvoir purement militaire. Cependant, tandis que la faction de Sankara se retenait, d'autres officiers avançaient. Le 7 novembre 1982, les militaires menés par le colonel Somé Yorian renversent le régime de Zerbo et a établi un nouveau gouvernement dirigé par l'armée, le Conseil pour le bien-être du peuple, CSP. Sankara, bien qu'il n'ait pas été directement impliqué dans le coup d'État, avait indéniablement une influence. Il s'est rapidement retrouvé dans une position de leader, acceptant à contre-cœur le poste de Premier ministre. La présidence est revenue à Jean-Baptiste Ouédraogo, un médecin militaire relativement méconnu. Pourtant, malgré la position de Ouédraogo, ce sont Sankara et ses alliés qui ont commencé à orienter le CSP vers une direction plus progressiste. La rhétorique et les actions audacieuses de Sankara, en particulier son vœu public de servir le peuple plutôt que de l'exploiter, ont profondément trouvé un écho auprès d'une population lassée de la corruption et de la stagnation. Ses incursions internationales, y compris une visite très médiatisée en Libye, ont souligné son engagement envers les idéaux anti-impérialistes et ont encore solidifié son image de leader révolutionnaire. Cependant, sa popularité croissante et sa position intransigeante ont créé des tensions au sein du CSP, notamment avec le président Ouédraogo. Les rassemblements publics ont de plus en plus mis en évidence le contraste frappant entre les deux dirigeants. Sankara, avec ses discours enflammés et son engagement indéfectible en faveur d'un changement radical, a captivé la jeunesse et les désillusionnés, tandis que Ouédraogo luttait pour maintenir son autorité. Le point de bascule s'est produit en mai 1983, lorsque Sankara a été brusquement arrêté à la suite de la visite d'un envoyé français, signalant le pivot du CSP vers l'apaisement des puissances étrangères. L'arrestation a déclenché des protestations immédiates, la population exigeant la libération de Sankara. Bien que temporairement libéré, pour négocier, Sankara a été de nouveau arrêté, alors que le pays était dans une impasse politique. Alors que les tensions couvaient, les partisans de Sankara, tant au sein de l'armée que parmi les civils, ont commencé à se préparer à une décision décisive. Les rumeurs d'un complot d'assassinat imminent contre Sankara par les forces conservatrices dirigées par Somé Yorian ont incité les rebelles à frapper les premiers. Le 4 août 1983, lors d'un coup d'État rapide et largement sans effusion de sang, Blaise Compaoré et le commandant Jean-Baptiste Lingani s'emparèrent de postes clés dans la capitale, renversant ainsi le gouvernement. À la tombée de la nuit, Sankara est passé sur les ondes et a annoncé l'aube d'une nouvelle ère révolutionnaire. Sous l'égide du Conseil national de la Révolution, CNR, Thomas Isidore Sankara est devenu le nouveau chef de l'État de Haute-Volta à seulement 33 ans. Son adjoint était Blaise Compaoré, titulaire du titre de ministre d'État, délégué à la présidence. D'autres dirigeants du CNR comme le commandant Jean-Baptiste Lingani et le capitaine Henri Zongo ont été nommés respectivement ministre de la Défense nationale et ministre de la Promotion économique. Ensemble, ils constituent le quatuor du CNR. Ils ont également maintenu de solides alliances avec certaines organisations civiles de gauche, notamment le PAI et la LIPAD, dirigées par l'ancien professeur de Sankara, Adama Touré. Par la suite, le colonel Yorian Somé et un autre leader de l'opposition ont été arrêtés et tués dans des circonstances suspectes. Les rapports officiels affirmaient qu'ils avaient été abattus alors qu'ils tentaient de s'échapper, mais ces exécutions contredisaient la vision de Sankara d'une révolution sans effusion de sang et créaient un dangereux précédent. Dès son entrée en fonction, Sankara s'est donné pour mission de transformer son pays. Il n'est pas seulement resté dans la capitale, il a voyagé à travers le pays. Ce qui signifie « terre des hommes intègres ». Ce changement de nom était plus qu'un simple changement de titre, c'était une déclaration d'identité et une déclaration de la nouvelle direction et des nouvelles valeurs de la nation. Les Burkinabés, comme on appelait désormais les citoyens, étaient encouragés à incarner les idéaux de la révolution. Bientôt, son influence dépasse la Haute-Volta.
Ses discours lors des forums internationaux ont été puissants et ont trouvé un écho auprès d'autres pays africains où les jeunes radicaux et les professionnels réformateurs ont vu en lui un modèle de leadership honnête, engagé et radicalement différent de la norme. Il n'avait pas peur de critiquer les nations puissantes et de contester leur politique, ce qui a fait de lui une figure notable sur la scène mondiale, bien qu'il dirigeait un petit pays enclavé et jusqu'alors peu connu. Lorsque le président français François Mitterrand s'est rendu au Burkina Faso en novembre 1986, il a rencontré une nation transformée et un dirigeant qui n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait. Sankara a défendu avec audace les droits des opprimés, critiqué l'intervention étrangère en Afrique et affronté directement Mitterrand au sujet de politiques qu'il jugeait injustes. En tant qu'homme modeste et intègre, il a rejeté les pièges du pouvoir, a conduit des voitures modestes, a interdit l'exposition publique de ses portraits officiels, a découragé les jeunes militants de scander son nom et a déclaré publiquement ses biens, qui étaient maigres à tous points de vue. Son épouse, Mariam, a continué à travailler comme spécialiste des transports à l'agence maritime du gouvernement, tandis que leurs 2 fils sont restés inscrits dans les écoles publiques. En outre, son administration a adopté une position ferme à l'égard des privilèges auxquels les fonctionnaires s'attendaient. De nombreuses primes ont été supprimées et des fonds de solidarité ont été créés pour venir en aide aux victimes de la sécheresse, avec des cotisations directement déduites des salaires des fonctionnaires. Le parc automobile du gouvernement a été considérablement réduit, seules de petites voitures étant réservées à un usage officiel, même pour les ministres. Il était interdit aux fonctionnaires d'utiliser les véhicules de l'État en dehors des heures de travail pour éviter toute utilisation abusive. Malgré son attachement inébranlable à ses idéaux, Sankara n'est cap s'il était persuadé qu'il avait tort. Cependant, son obstination à maintenir ses convictions, même lorsqu'elles étaient impopulaires, créait parfois des frictions avec ses alliés et ses opposants. L'une des initiatives les plus significatives de Sankara a été l'intégration systématique de la formation militaire au service public et au travail de développement. Sous sa direction, les bases militaires se sont transformées en centres de productivité et d'engagement civique. Les soldats n'étaient plus confinés aux tâches militaires traditionnelles, ils étaient impliqués dans l'agriculture, l'élevage, la lutte contre la déforestation et la participation aux efforts de nettoyage communautaire. Ils ont également participé à divers projets d'infrastructure. Cette approche avait un double objectif, empêcher les soldats de développer un sentiment de supériorité sur les civils et démontrer à la population que l'armée pouvait être une force de progrès économique et de développement. Cependant, la vision de Sankara d'un système de défense englobant tous les citoyens du Burkina Faso n'était pas sans défi. En donnant la priorité au développement économique plutôt qu'à l'armement, les faiblesses sous-jacentes de son armée régulière ont été révélées lors d'une brève guerre frontalière avec le Mali en décembre 1985. Les forces armées burkinabais, avec leurs ressources limitées, ont été surpassées par l'armée malienne, mieux équipée, ce qui a conduit à de graves conséquences. En octobre 1982, 2 millions d'enfants en seulement 2 semaines, évitant ainsi les épidémies habituelles de rougeole et de méningite qui faisaient auparavant des milliers de morts chaque année. En dehors de cela, le gouvernement de Sankara a également mis fortement l'accent sur l'émancipation des femmes, la considérant comme essentielle au développement global du pays. Il a critiqué les pratiques traditionnelles qui opprimaient les femmes, notamment le mariage forcé, la polygamie et les mutilations génitales féminines. Son administration a introduit des mesures spécifiques visant à améliorer le statut des femmes, tels que des programmes d'alphabétisation, un soutien aux coopératives de femmes et la création d'unités de santé primaire dans chaque village. Un nouveau code de la famille a été rédigé pour protéger les droits des femmes, notamment en fixant un âge minimum pour le mariage et en reconnaissant le droit de la veuve à hériter des biens. Cependant, ces réformes se sont heurtées à une résistance importante. Non seulement de la part des hommes mais aussi de la part des femmes profondément ancrées dans les pratiques traditionnelles. Dans le domaine politique, Sankara a innové en nommant des femmes à des postes politiques et administratifs élevés à une époque où de telles nominations étaient rares en Afrique. Ses cabinets en 1986 et 1987 comprenaient 5 femmes, soit environ 1/5 du nombre total de ministres. Ces femmes détenaient des portefeuilles importants, notamment les affaires familiales, la culture et la santé, marquant une rupture significative avec les gouvernements précédents. Sur le plan économique, Sankara s'est concentré sur l'agriculture comme pierre angulaire du développement du Burkina Faso. Il pensait que l'avenir économique du pays dépendait de sa capacité à se nourrir et à améliorer les moyens de subsistance de sa population majoritairement agraire. Son gouvernement a réorienté ses dépenses vers l'agriculture, l'irrigation et le développement rural,
entraînant une augmentation de 75% de la production céréalière entre 1983 et 1986. Les politiques environnementales de Sankara étaient tout aussi ambitieuses. Conscient de l'importance cruciale de l'eau et des arbres pour la survie du Burkina Faso, il a créé le ministère de l'eau et lancé de vastes campagnes de reboisement. Son gouvernement a mobilisé les communautés pour creuser des puits, nation souveraine et indépendante, libre de l'influence des anciennes puissances coloniales. Il se méfiait de l'aide étrangère assortie de conditions et refusait systématiquement de demander l'aide du Fonds monétaire international, craignant que ces conditions ne compromettent ses objectifs révolutionnaires. La politique étrangère de Sankara se caractérise par un fort engagement en faveur du panafricanisme et de la solidarité avec les mouvements de libération et les peuples opprimés du monde entier. Cette position a valu au Burkina Faso le respect et de nouveaux alliés, mais elle a également suscité l'inquiétude des puissances occidentales et des gouvernements conservateurs africains. Le gouvernement de Sankara a activement cherché à diviser Fidel Castro, à qui il a rendu visite à plusieurs reprises. Il a également été un critique virulent de l'apartheid. En Afrique du Sud et en Namibie, et l'un de ses premiers actes en tant que président a été de renommer une artère centrale de la capitale, l'avenue Nelson Mandela. Le gouvernement a symboliquement délivré à Mandela un passeport burkinabé, témoignant de sa solidarité avec la lutte anti-apartheid. Au niveau régional, les relations de Sankara avec les pays voisins étaient un mélange de solidarité et de tension. Son allié le plus proche était le Ghana, dirigé par son compatriote révolutionnaire Jerry John Rawling. Les deux pays ont souvent mené des manœuvres militaires conjointes pour démontrer leur soutien mutuel. Les relations avec le Bénin et le Niger étaient modérément chaleureuses, mais les tensions avec le Mali, le Togo et la Côte d'Ivoire étaient prononcées. Ces tensions étaient largement alimentées par les gouvernements conservateurs de ces pays, politiquement alignés sur la France et craignant l'influence révolutionnaire de Sankara. Les relations avec la Côte d'Ivoire étaient particulièrement tendues en raison de la présence de près de 2 millions de travailleurs burkinabés dans le pays, et des liens étroits entre le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny et la France. En mai 1984, la première tentative de Sankara de se rendre en Côte d'Ivoire a été contrecarrée lorsque le gouvernement ivoirien a refusé de lui permettre d'entrer dans la capitale Abidjan, craignant la réponse de ses citoyens. La visite a été organisée un an plus tard dans la petite ville de Yamoussoukro, où des milliers d'Ivoiriens et de Burkinabés l'ont reçu. Coïncidant avec le voyage de Sankara en Côte d'Ivoire, un complot de coup d'État impliquant des officiers supérieurs de l'armée, des personnalités liées à l'ancien ordre politique a été découvert avant qu'il puisse être exécuté. Le gouvernement de Sankara a réagi rapidement et brutalement. Ils ont arrêté les conspirateurs, et sous une pression intense, ils ont avoué leur implication dans le complot. Leurs procès, menés par un tribunal militaire, ont abouti à cette condamnation à mort, bien que Sankara lui-même se soit opposé à ces exécutions. En conséquence, l'image du gouvernement de Sankara comme un régime militaire violent s'est répandue, en particulier dans les médias occidentaux. La dynamique interne du gouvernement de Sankara a été encore plus mise à rude épreuve par les rivalités politiques qui ont finalement conduit à l'expulsion du gouvernement de la faction PAI et l'IPAD. Cette purge marque un tournant décisif vers la militarisation. Suite à cela, Adama Touré, chef du PAI, aurait déclaré à Sankara « Ni le PAI ni le LIPAD ne sont, ni ne seront jamais, vos ennemis. Vos ennemis se situent dans votre propre entourage, parmi ceux qui conspirent contre les deux organisations. » Par ailleurs, concernant ses relations avec le Libyen Mouammar Kadhafi, Sankara a pris soin d'affirmer l'indépendance du Burkina Faso. Il a ouvertement fait savoir aux dirigeants libyens que, même s'ils étaient ouverts à la collaboration, le Burkina Faso maintiendrait sa position idéologique. Cependant, au fil des années, Sankara a vite compris que sa relation avec Kadhafi devenait politiquement coûteuse, ce qui l'a incité à renforcer ses liens avec d'autres États d'Afrique du Nord. En conséquence, Kadhafi a commencé à entretenir des relations avec d'autres membres du CNR, notamment Blaise Compaoré, l'allié le plus proche et commandant en second de Sankara. Le président Houphouët-Boigny a également cherché à exploiter l'affaiblissement de la cohérence idéologique du CNR. Boigny, un homme politique expérimenté et rusé, a identifié Blaise Compaoré comme un outil potentiel pour saper la révolution. Il cultiva habilement une relation entre Compaoré et sa filleule, Chantal Terrasson de Fougères, entraînant Compaoré dans un monde de richesse et de luxe qui contrastait fortement avec les idéaux révolutionnaires de Sankara.
Captivé par l'opulence et la faveur de Houphouët-Boigny, Compaoré commence à s'éloigner de la vision de Sankara. Son mariage avec Chantal marque le fossé grandissant entre les deux dirigeants. Sankara, qui avait autrefois fait confiance à Compaoré, était désormais de plus en plus aliéné par les goûts et les ambitions bourgeoises de son ancien ami. Alors qu'il voyageait sans relâche à travers le pays, s'efforçant de mettre en œuvre sa politique révolutionnaire et d'établir des liens avec le peuple, Compaoré s'est concentré sur la consolidation de son pouvoir. Il a pris le contrôle du système judiciaire et a discrètement construit un réseau de partisans dans les rangs militaires et civils. Bénéficiant du soutien international de la Côte d'Ivoire, de la France, de la Libye et même des États-Unis, la faction du CNR de Compaoré a continué à se développer. Il avait désormais pris le commandement militaire total à Pau et avait formé un cadre de commando fidèle. Son adjoint, Gilbert Diendéré, contrôlait un important appareil de sécurité qui pouvait facilement submerger les gardes du corps assiégé de Sankara. Il était désormais évident que Compaoré préparait un coup d'État pour prendre le contrôle du Burkina Faso et renverser Sankara. La tension atteint son paroxysme le 7 octobre 1987, lorsque Sankara assiste à une réunion avec Compaoré et Zongo au Conseil de l'Entente. Lors de cette réunion, Sankara a souligné la nécessité de l'unité au milieu d'une discorde croissante. Cependant, l'attitude inflexible de Compaoré a frustré Sankara qui, après un échange intense, a déclaré son incapacité à gouverner dans des conditions aussi tendues et a pris la fuite. Les jours suivants, peut-être pour maintenir un semblant de normalité et de contrôle, Sankara est resté publiquement actif, participant à des expositions et inaugurant une rue en l'honneur de Che Guevara, l'ancien révolutionnaire cubain. On ne le reverrait plus jamais en public. Le matin du 15 octobre 1987, l'atmosphère était tendue, avec un réseau téléphonique perturbé et des mouvements de troupes visibles laissant présager un coup d'État imminent. Pendant ce temps, Sankara venait d'arriver au Conseil de l'Entente où il avait prévu une réunion avec certains de ses ministres. Dans la salle de réunion, il était entouré de ses plus proches alliés. Soudain, des bruits de pneus croissants et de tirs de mitrailleuses ont brisé le calme. Les commandos de Compaoré, dirigés par le capitaine Gilbert Diendéré, lancent un assaut coordonné. Ils ont rapidement maîtrisé les gardes de Sankara, tirant sur chacun d'entre eux. Dans le chaos, Sankara, avec un calme résigné, est sorti de la salle de réunion les mains levées, tentant de se rendre. Dès que les commandos l'ont aperçu, ils l'ont frappé avec un barrage de balles de leurs fusils Kalachnikov et G3, criblant son corps de coups de feu. Vers 16h30, Thomas Sankara, le leader révolutionnaire du Burkina Faso, était mort. Il n'avait que 37 ans. Seul Alouna Traoré, le conseiller juridique de Sankara, a réussi à survivre à l'attaque. Par la suite, les corps de Sankara et de 12 de ses ministres tués, ainsi que ceux du personnel de sécurité, ont été transportés en tout hâte via un camion militaire et enterrés sans cérémonie. Dans les jours qui ont suivi l'assassinat de Sankara, des milliers de Burkinabés se sont rendus sur sa tombe pour lui rendre hommage. Déposant des fleurs et ouvrant en larmes, ils ont laissé des messages manuscrits exprimant leur chagrin et leur colère. Par la suite, de nombreux anciens camarades de Sankara qui refusaient de soutenir le nouveau régime ont été arrêtés, battus ou contraints à l'exil. Même ceux qui ne s'étaient pas activement opposés au coup d'État, comme le commandant Jean-Baptiste Lingani et le capitaine Henri Zongo, les autres membres du Quatuor, ont été sommairement exécutés en 1989. Compaoré a affirmé que ces actions visaient à rectifier le cours du conflit. Révolution, se présentant comme un sauveur qui redonnerait à la nation sa juste trajectoire. Cependant, il est vite devenu évident qu'il s'agissait là d'une justification creuse. Le nouveau régime, qui manquait dès le départ d'un véritable soutien populaire, s'appuyait fortement sur une coalition d'élites sociales, de bureaucrates et de dirigeants de l'ancien ordre politique. Ces groupes étaient peu intéressés par les idéaux révolutionnaires défendus par Sankara et étaient davantage préoccupés par le maintien de leur position privilégiée au sein de la société burkinabé. Compaoré, tout en condamnant publiquement Sankara comme un traître, a secrètement noué des liens plus étroits avec la France. Au fil des années, la rhétorique révolutionnaire qui avait initialement masqué le gouvernement Compaoré s'est rapidement estompée. À sa place, une nouvelle culture politique a émergé, définie par les faveurs matérielles, la corruption endémique et la répression brutale. Diverses organisations de défense des droits humains ont documenté la détention, la torture et l'assassinat systématique de dissidents politiques. Parmi les incidents les plus choquants figure l'assassinat de Norbert Zongo, le principal journaliste d'investigation du pays, en 1998.
Les années 2010 ont vu une nouvelle génération de Burkinabés inspirés par les idéaux de Sankara. Ils ont commencé à contester activement le régime de Compaoré. Alors que Compaoré tentait de prolonger son mandat en modifiant la constitution, des manifestations massives ont éclaté. Les troubles ont culminé avec une insurrection populaire le 30 octobre 2014, forçant Compaoré à fuir. Direction la Côte d'Ivoire. Un détail qui interroge. Des années plus tard, la justice rattrape l'histoire. En 2021 s'ouvre un procès historique, le procès de l'assassinat de Sankara. Parmi les accusés, Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando. Le verdict tombe en 2022, Compaoré est condamné à perpétuité, par contumace. Une décision symbolique. Mais très important. On peut tuer un homme, mais on ne peut pas tuer ses idées. Ces mots ne sont pas une simple phrase. C'est une prophétie. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara tombe sous les balles. Mais ce jour-là quelque chose d'autre est né. Une légende. Sankara n'était pas dangereux, parce qu'il avait une armée. Il était dangereux, parce qu'il faisait réfléchir. Il disait aux Africains, vous pouvez vous en sortir sans l'Occident, vous pouvez produire ce que vous consommez, vous pouvez être libre. Et ça, c'était une révolution. Car un peuple qui pense, est un peuple qu'on ne contrôle plus. Le vrai problème de Sankara, ce n'était pas ses ennemis. C'était son exemple. Un président qui ne vole pas. Qui vit simplement et qui travaille pour son peuple. C'est dangereux, parce que ça expose les autres. Et ça, beaucoup ne pouvaient pas l'accepter. Dans l'histoire, les plus grandes chutes viennent souvent de l'intérieur. Sankara n'a pas été renversé par une armée étrangère, il n'a pas été battu par une guerre, il a été trahi. Par un homme en qui il avait confiance. Un frère, un allié, un ami. Et c'est ce qui rend cette histoire encore plus brutale. Ils ont tiré, ils l'ont enterré, ils ont voulu effacer son existence, mais ils ont échoué. Parce que certaines idées refusent de mourir. Aujourd'hui encore, Sankara est partout. Dans les discours, dans les mouvements, dans les consciences. Il est devenu plus puissant mort que vivant. Des années après sa mort, une nouvelle génération se lève. Une génération qui pose des questions, qui refuse la corruption, la dépendance, l'injustice. Et au cœur de ce réveil, un nom revient sans cesse, Sankara. Pourquoi? Parce qu'il a prouvé que c'était possible. Quand Blaise Compaoré est condamné, ce n'est pas seulement un jugement. C'est un message. La vérité peut être retardée, mais elle finit toujours par sortir. Même après des décennies. On parle souvent de sa mort, mais on oublie l'essentiel, sa vision. Sankara voulait une Afrique indépendante, une économie autonome, un peuple conscient, mais surtout une Afrique digne. Et ça, c'est un combat qui continue. Et si Sankara n'avait pas été tué? Imaginez un Burkina Faso transformé, une Afrique inspirée, un modèle alternatif au monde. Peut-être que l'histoire aurait été différente. Mais une chose est sûre, son élimination n'était pas un hasard. L'histoire de Sankara nous apprend une chose essentielle, le pouvoir n'aime pas ceux qui réveillent les peuples. Parce qu'un peuple éveillé change les règles. Et ceux qui contrôlent le système perdent leur pouvoir. Aujourd'hui, plus de 30 ans après, Thomas Sankara n'est pas oublié, il est devenu un symbole, une inspiration. Et tant que ses idées vivront, il ne mourra jamais. Si cette histoire t'a marqué, alors tu as compris une chose, l'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée, elle a besoin d'être réveillée. Dis-moi dans les commentaires, penses-tu que Sankara a été trahi ou sacrifié? Abonne-toi et partage cette vidéo, parce que certaines histoires doivent être connues de toi. Le président du CNR et du FASO aborde maintenant le problème de la dette des pays africains. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement.
des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre nos peuples pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle. Contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est point une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Tant qu'ils gagnaient, il n'y avait pas de débat. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce qu'au contraire les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. C'est notre sang qui a été versé. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique. Mais l'on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique. On en parle très peu. On en parle si peu que nous ne pouvons pas, nous, être complices de ce silence ingrat. Si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. La dette, c'est aussi la conséquence des affrontements. Et lorsque l'on nous parle aujourd'hui de crise économique, l'on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. La crise existe de tout temps. Et elle ira en s'aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits face aux exploiteurs. Il y a crise aujourd'hui parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. Il y a crise parce que face à ces richesses individuelles
que l'on peut nommer, les masses populaires refusent de vivre dans les ghettos, dans les bas quartiers. Il y a crise parce que les peuples partout refusent d'être dans Soweto face à Johannesburg. Il y a donc lutte et l'exacerbation de cette lutte amène les tenants du pouvoir financier à s'inquiéter. On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche d'un équilibre. Équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent la sueur de nos peuples. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine. Monsieur le Président, nous entendons parler de clubs. Club de Rome, club de Paris, club de partout. Nous entendons parler du groupe des 5, du groupe des 7, du groupe des 10, peut-être du groupe des 100, et que sais-je encore. Il est normal que nous créions notre club et notre groupe. Faisons en sorte que dès aujourd'hui, Addis Abeba devienne également le siège, le centre d'où partira le souffle nouveau, le club d'Addis Abeba. Nous avons le devoir aujourd'hui de créer le front uni d'Addis Abeba contre cette façon que nous pourrons dire aux autres. En refusant de payer la dette, nous ne venons pas dans une démarche belliqueuse. Au contraire, c'est dans une démarche fraternelle pour dire ce qui est. Du reste, les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Donc, notre club, parti d'Addis Abeba, devra également dire aux uns et aux autres que la dette ne saurait être payée. Et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous parle de dignité. Nous ne pouvons pas accepter que l'on nous parle de mérite de ceux qui payent et de perte de confiance vis-à-vis de ceux qui ne paieraient pas. Nous devons au contraire dire que c'est normal aujourd'hui. Nous devons au contraire reconnaître que les plus grands voleurs sont les plus riches. Un pauvre, quand il vole, ne commet qu'un larcin ou une peccadille, tout juste pour survivre par nécessité. Les riches, ce sont eux qui volent le fisc, les douanes et qui exploitent les peuples. Monsieur le Président, ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Tous nous souhaitons. Ma proposition n'est pas non plus, je ne voudrais pas que l'on prenne la proposition du Burkina Faso comme celle qui viendrait de la part de jeunes sans maturité, sans expérience. Je ne voudrais pas non plus que l'on pense qu'il n'y a que les révolutionnaires à parler de cette façon. Je voudrais que l'on admette que c'est simplement l'objectivité et l'obligation. Et je peux citer, dans les exemples de ceux qui ont dit de ne pas payer la dette, des révolutionnaires comme des non-révolutionnaires, des jeunes comme des vieux. Je citerai par exemple, Fidel Castro a déjà dit de ne pas payer. Il n'a pas mon âge, même s'il est révolutionnaire. Mais je pourrais citer également François Mitterrand, qui a dit que les pays africains ne peuvent pas payer, les pays pauvres ne peuvent pas. Je pourrais citer Madame le Premier ministre,
Je ne connais pas son âge et je m'en voudrais de le lui demander. Mais c'est un exemple. Je voudrais citer également le président Félix Houphouët-Boigny. Il n'a pas mon âge. Cependant, il a déclaré officiellement, publiquement, qu'au moins pour ce qui concerne son pays, la Côte d'Ivoire ne peut pas payer. Or, la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays les plus aisés d'Afrique, au moins d'Afrique francophone. C'est pourquoi d'ailleurs il est normal qu'elle paye plus en contribution ici. Mais, Monsieur le Président, ce n'est donc pas de la provocation. Je voudrais que très sagement, vous nous offriez des solutions. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer. Et en évitant de payer, nous pourrons à notre développement. Et je voudrais terminer en disant, chaque fois qu'un pays africain achète une arme, c'est contre un Africain. Ce n'est pas contre un Européen. Ce n'est pas contre un Asiatique. C'est contre un Africain. Par conséquent, nous devons également, dans la lancée de la résolution de la question de la dette, trouver une solution au problème de l'armement. Je suis militaire et je porte une arme. Mais Monsieur le Président, je voudrais que nous nous désarmions. Parce que moi, je porte l'unique arme que je possède et d'autres ont camouflé les armes qu'ils ont. Alors, chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les trouver. Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce front uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons.